Bonjour à toutes et à tous. Dimanche dernier, les électeurs de la première circonscription de l'Isère se sont déplacés pour choisir leur nouveau député. Une élection législative partielle pour remplacer le titulaire du poste, Hugo Prévost, élu en juillet dernier et qui a démissionné en septembre après les accusations de violences sexuelles. La première circonscription de l'Isère, on va refaire un petit peu de géographie, est habitée par plus de 130 000 habitants, dont 85 000 en capacité de voter. Elle s'étend sur une partie de la ville de Grenoble, plutôt à l'est, et sur 9 communes du Grésivaudan, Mélan, Coran, La Tronche, Montbonneau, Saint-Imier, Bivier, Saint-Nazaire-les-Zem, Bernin et le Sapé en Chartreuse, des territoires sociologiquement assez différents. Ils étaient 11 à se présenter lors du premier tour et j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau les 2 finalistes en lice pour le second tour. Je les remercie d'ailleurs d'avoir accepté de revenir débattre sur le plateau de Télé Grenoble sur les enjeux de cette élection. Camille Galère-Minier, bonjour. Bonjour. Si je me trompe de prénom, c'est mal parti pour moi. Vous avez 49 ans, vous êtes avocate de formation, vous dirigez aujourd'hui un fonds de dotation à Grenoble. Vous avez déjà été élu député, enfin pas élu, mais vous avez été député de cette première circonscription. C'était de 2020 à 2022. Vous aviez pris la place à l'époque du titulaire Olivier Véran, qui avait été nommé ministre de la Santé. Vous êtes membre du Parti Renaissance, qui est l'héritier de la République en marche, fondé par Emmanuel Macron. En face de vous, Lies Loufoque, bonjour. Bonjour. Vous avez toujours 30 ans, vous travaillez dans le social au sein d'un hôpital parisien. Vous militez également pour les droits de l'enfant. Vous n'avez jamais, vous, été député, mais vous avez déjà été candidat aux législatives en juillet dernier dans le Val-de-Marne, sous les couleurs du NFP. Vous n'êtes pas membre d'un parti politique. C'est cela. Mais si vous siégez, vous l'avez déclaré, vous serez dans le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Absolument, nationale. tout à fait, parce que c'est la France Insoumise qui a proposé ma candidature à l'ensemble des partis du nouveau Front Populaire qui l'ont ensuite accepté. Alors je vous propose pour démarrer ce débat de revenir sur un peu le contexte de cette élection et puis sur votre campagne respective, une campagne qui a démarré alors que le Premier ministre s'appelait Michel Barnier, qui a été entrecoupée par les fêtes de Noël et puis qui se termine avec un autre Premier ministre, François Bayrou, avec un autre gouvernement. Lies Loufoque, vous découvriez l'Isère à l'occasion de cette campagne. Comment vous avez appréhendé notre territoire ? Écoutez, c'est une campagne qui dure déjà depuis 2 mois et demi. 2 ans, 2024-2025. Non, 2 mois et demi. J'ai eu énormément de plaisir à rencontrer les habitants et les habitantes de la première circonscription, les associations, les syndicats, les professionnels. Et puis je suis très honoré par la confiance qui m'a été donnée et qui s'est traduite par un vote dimanche dernier en faveur du programme que je porte, qui m'a fait arriver en tête de ce scrutin. C'est beaucoup d'honneur parce que vous l'avez dit, je ne suis pas issu de ce département, mais néanmoins, j'ai quand même voulu présenter ma candidature à cette élection parce que le programme que je défends me paraît être le meilleur projet de société pour notre pays. Et cette confiance que les citoyennes et les citoyens m'ont apportée, encore une fois, me rend responsable et m'honore profondément. Donc, je les en remercie. J'évoquais votre proximité avec la France Insoumise. Le mouvement a mis les moyens avec notamment toutes ces têtes d'affiche qui étaient présents à Grenoble la semaine dernière, notamment Manuel Bompard qu'on voit sur ces photos, Mathilde Panot, Daniel Obono. C'était important. Oui, bien sûr. Puis tous les partis du nouveau Front Populaire. Je rappelle que je suis soutenu par les socialistes. On a accueilli Laurence Rossignol, qui est sénatrice du Val-de-Marne, qui n'est pas d'ailleurs réputée pour être pro-NFP et qui a gentiment accepté de participer à une réunion publique sur la protection de l'enfance. Nous allons recevoir Lucie Castet demain, Marine Tondelier vendredi. J'ai le soutien évidemment des communistes et Elsa Fossillon l'a rappelé encore cette semaine. Donc voilà, ça a été une campagne du nouveau Front Populaire incarnée par différentes figures du nouveau Front Populaire, plurielle, avec des sensibilités différentes, mais néanmoins avec un seul objectif, celui de défendre le programme qui est le nôtre, qui est constant, qui est le même que celui de cet été et que nous continuons de porter avec fierté. Bon, on va en parler évidemment de ce programme. Camille Gaillard-Minier, je l'ai dit, déjà 2 ans à l'Assemblée nationale, mais vous n'aviez jamais été élu, donc vous n'aviez jamais fait une campagne en première ligne. Ça change la donne, j'imagine ?
Alors, j'avais été effectivement élu avec Olivier Véran en tant que suppléante. Donc, les campagnes, je l'avais vécu à ses côtés, d'autant que j'étais directrice de campagne de celui-ci sur les deux autres scrutins. Donc, effectivement, c'est un territoire, en revanche, que je connais, puisque j'y suis né, j'y travaille, j'ai installé ma famille. Et donc, c'est vrai que c'est avec plaisir que j'ai retrouvé l'ensemble des habitants de cette circonscription, finalement, que j'ai jamais quitté, puisque d'abord en tant qu'avocat, puis en tant que député, et ensuite en tant que vous l'avez rappelé tout à l'heure, délégué général de cette fondation. Finalement, ce lien avec le territoire, à la fois les habitants, mais aussi les acteurs institutionnels, associations, entreprises. Voilà, ce lien s'est conservé. Aujourd'hui, il se continue avec cette proposition qui est de devenir de nouveau leur député pour les prochaines années. Sur peut-être une toute petite remarque quand même sur ce qui vient d'être indiqué par monsieur Loufoque. L'étiquette, elle est importante. Demain, si monsieur Loufoque est élu, il siégera sur les bancs de la France Insoumise et donc il portera la parole de la France Insoumise à l'Assemblée. Et on voit aujourd'hui quel est le rôle de la France Insoumise, quelle est sa capacité à déstabiliser, à créer de l'instabilité. Et donc, je pense aujourd'hui, c'est vraiment une vraie différence sur les deux candidatures qui sont portées. Et finalement, même sur à la fois une candidature de proximité qui connaît son territoire. Aujourd'hui, une députée, à mon sens, et c'est comme ça que j'ai exercé ce premier mandat, c'est d'être en connexion avec un territoire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller voir les acteurs et les associations, syndicalistes, etc., au moment de la campagne, mais c'est surtout de continuer à aller les voir pendant le mandat, et comme je l'ai fait pendant cette période de candidature. Et donc, voilà, je pense que c'est extrêmement important, et de porter cette parole de proximité, de dialogue, de créer des passerelles. Finalement, c'est ce que j'ai fait pendant mon premier mandat, c'est ce que j'ai fait quand j'étais délégué général de cette fondation, c'est ce que je ferai demain à l'Assemblée, et je pense que c'est ce qu'on a besoin à l'Assemblée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, preuve en est, ainsi ce qui passe à l'Assemblée, on l'a vu hier même pendant le discours de politique générale, où quelle était l'attitude effectivement des députés de la France Insoumise sur leur banc. Ce sera demain une censure qui va être proposée par la France Insoumise. Donc c'est aussi ça, c'est aussi un choix qui va être clair entre monsieur Loufoque et moi-même, entre un député qui représente un groupe qui déstabilise et qui crée de la discorde à l'Assemblée nationale, et une députée qui porte les valeurs de la concorde et surtout de la stabilité. Aujourd'hui, la stabilité, c'est véritablement l'assurance vie de notre pays. Il me semble que c'est vraiment la valeur cardinale, et c'est celle que je dois porter demain. Alors Si vous me permettez de réagir, je ne suis pas du tout d'accord évidemment sur le constat. Je pense qu'aujourd'hui, la déstabilisation de notre pays, mais y compris de l'Assemblée nationale, elle émane davantage de votre parti, madame, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le président de la République a pris une décision complètement inconsidérée cet été en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale dans un moment tragique pour le pays, là où l'extrême droite faisait des scores records. Donc avec évidemment toute une angoisse qui a été générée. C'est d'ailleurs de cette angoisse et de cette peur qu'est né le nouveau Front populaire, avec cette surmobilisation. Ça a été réitéré par monsieur Barnier, qui a décidé d'utiliser encore une fois le 49.3, alors que l'Assemblée nationale, au moment de l'examen du budget, avait réussi à trouver des majorités sur des amendements, et notamment des amendements proposés par différents groupes du nouveau Front populaire. Vos alliés du MoDem, par exemple, ont voté certains amendements en commun avec nous. On a eu également des écarts de comportement de la part d'élus de votre parti. Je pense à Éric Dupond-Moretti, qui s'est quand même permis de faire des bras d'honneur à la représentation nationale dans l'hémicycle. Tout cela ne tend pas à assurer un climat serein de débat, et je pense que plutôt que de faire la critique des autres, il faudrait aussi pouvoir faire sa propre autocritique. Il me semble que vous n'êtes pas en reste du côté de La République En Marche. La censure aussi qui a été votée et qui a aujourd'hui est aussi un élément de déstabilisation. Un mot de vos soutiens également, nombreux de votre côté, avec des anciens ministres, Geneviève Fioraso, Olivier Véran, Didier Migaud, puis des anciens premiers ministres. Il y a eu Édouard Philippe et Gabriel Attal qui a fait le déplacement en décembre à Grenoble, qui devrait revenir d'ici la fin de la campagne. Alors peut-être d'abord les premiers soutiens qui sont importants, effectivement. Depuis le début de cette campagne, je me suis engagé avec l'Union d'ensemble pour la République, et puis d'autres mouvements du centre, et puis aussi de personnalités de gauche, comme vous l'avez rappelé, Geneviève Fioraso, Jean-Paul Giraud, Jacques Chiron, et d'autres ministres aussi qui ont démontré depuis le début qui sont passés chez les macronistes. Les anciens socialistes. Non, ils ne sont pas. Il faut être honnête. Ils ne sont pas encartés. Ils sont d'anciens socialistes parce que précisément ils n'ont pas voulu rejoindre. Ils n'ont pas voulu rejoindre effectivement un groupe qui aujourd'hui est affilié à la France Insoumise, et donc ils ont. Ah non, pas du tout. Ils étaient déjà. Ils avaient apporté leur soutien à la
candidature d'Emmanuel Macron ce qui dès montre 2017. que ma candidature est portée par des personnes qui sont du centre droit au centre gauche, qui, moi, effectivement, est importante. Quant à Gabriel Attal, il est président du groupe que je souhaite rejoindre à l'Assemblée, avec une fois encore cette volonté de travailler avec tous les groupes à l'Assemblée, c'est-à-dire aussi le MoDem et aussi Horizon, et puis demain aussi certainement le Parti socialiste. Qui non, pas du tout, le Parti socialiste ne vous soutient pas, il ne vous soutiendra jamais. Non, j'ai pas dit que le Parti socialiste me soutenait, je disais qu'à l'Assemblée, l'objectif était de pouvoir discuter, trouver des compromis, c'est ce que nous demandent les Français. Oui, bien sûr. Ces compromis, il faut les trouver avec des personnes qui veulent les faire. Trouver des compromis avec aujourd'hui la France Insoumise, qui de toute façon déclare, ont déjà annoncé la censure avant même le discours politique général. Madame, en l'occurrence, le Parti socialiste que je représente aujourd'hui, ainsi que le Parti écologiste que je représente aujourd'hui, ont accepté de tendre la main, il me semble, il y a encore quelques jours, quelques heures, à M. Bayrou pour essayer de trouver des solutions. Moi, je salue d'ailleurs cette posture des socialistes et des écologistes. Je pense que c'était nécessaire, à un moment donné, de réouvrir ce dialogue-là, d'essayer de renégocier les politiques qui vont être conduites ces prochaines semaines, et notamment l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans donc vous indiquez que vous avez initié. Ce gouvernement est en capacité d'aborder les termes d'un compromis. Et donc je salue absolument, en effet, cette démarche. Force est de constater que ça n'a pas abouti, puisque les concessions qui auraient dû être faites n'ont pas été faites. Je crois que nous, à gauche, nous avons tendu la main. Cette main a été rejetée hier encore, et notamment dans le cadre du discours de politique générale par M. Bayrou. Encore une fois, vous avez fait la démonstration que la déstabilisation et l'instabilité émanaient essentiellement de votre groupe, de votre bloc central, comme on dit. Et c'est, je trouve, extrêmement préjudiciable pour le pays et dommageable. Non, la déstabilisation, elle vient du groupe de la France Insoumise que vous pourriez retrouver demain, parce que c'est celui qui vous a investi, c'est celui qui vous a investi d'ailleurs déjà une première fois dans le Val-de-Marne, et c'est celui qui vous investit aujourd'hui sur cette Oui, mais madame, je l'assume entièrement. Enfin, vous savez, non, mais parce que la manière de poser l'appartenance à un groupe, et en tout cas de cette manière-là, est assez particulière. J'ai été très clair depuis le début, on ne pourra pas m'en faire le reproche. Il est évident que si je remporte cette élection et que je suis élu député, j'irai siéger dans le groupe de la France Insoumise. Nous avons un programme. Nous avons un programme qui est clair, qui est celui du nouveau Front populaire. Nous travaillons dans le cadre d'une coalition. J'ai fait la démonstration ces 12 dernières années dans le cadre de mes précédentes fonctions, de ma capacité à collaborer avec un ensemble de groupes politiques. J'ai d'ailleurs eu beaucoup d'échanges avec votre propre président de groupe, M. Attal. J'en ai eu avec plusieurs de vos collègues. Donc vous ne me faites pas le reproche d'une forme de sectarisme ou d'une incapacité à travailler, ou même d'une volonté de déstabilisation, quand tout dans mon parcours, dans mon expérience, a démontré le contraire. Et je n'ai absolument aucune honte aujourd'hui à rejoindre le groupe de la France Insoumise. Je crois qu'il faut respecter les électeurs de la France Insoumise. Ce ne sont pas des sous-électeurs, madame, ce sont des personnes qui, comme vos électeurs se déplacent aux urnes, ont des convictions, souhaitent un projet de société qui leur corresponde. Donc soyons respectueux, vraiment. Vous mettez des mots dans ma bouche que je n'ai jamais utilisés. J'ai juste indiqué que la France Insoumise, à la différence des autres mouvements du NFP, n'avait jamais accepté d'être entendue, d'être reçue, de travailler avec le gouvernement. C'est pas vrai, madame. C'est pas vrai. Madame Panot et Monsieur Bompard ont été reçus à plusieurs reprises par le président de la République. Il y a eu différents échanges à différents niveaux. Il faudrait juste me laisser... Je ne peux pas vous laisser dire des mensonges. Je vais vous laisser échanger, puisque c'est le but d'un débat. Simplement, je n'ai pas évoqué encore les résultats du premier tour, qui a eu lieu dimanche 12 janvier. Bon, on peut dire que c'était pas la foule des grands jours dans les bureaux de vote. En juillet 2024, 3 électeurs sur 4 s'étaient déplacés pour voter dans la première circonscription. Il y avait à l'époque 5 candidats. 6 mois après, donc 2 fois plus de candidats, mais 2 fois moins de votants. Un électeur sur 3 a voté dimanche. Comment vous expliquez, Camille Gaillard-Minier, ce relatif désintérêt du public pour ce scrutin ? Alors, vous savez que le caractère d'une élection partielle, on le sait, et mobilise toujours un petit peu moins, parce que c'est une élection qui a lieu en dehors de scrutins nationaux ou de scrutins locaux comme des élections municipales. Elle est isolée, c'est une circonscription sur 577, et en Isère, une circonscription sur 10. Donc aussi avec un écho médiatique. Vous avez participé pourtant de la communication sur cette élection, mais je pense que chacun des candidats a fait à sa façon campagne pour faire connaître. Mais malheureusement, effectivement, on sait qu'une élection législative partielle convoque peu les électeurs, même si évidemment on doit le regretter, puisque une élection, c'est un principe même de la démocratie, c'est de venir s'exprimer.
peut-être aussi, et je pense que c'est une autre analyse, qui a aussi une manifestation peut-être d'une défiance aussi vis-à-vis de la politique. Et c'est aussi un engagement que je prends, c'est-à-dire que la façon dont j'ai exercé mon premier mandat et la façon dont j'exercerai demain si je suis élu, c'est justement de maintenir ce lien, de maintenir une distance très courte entre le député que je serai et les électeurs et les habitantes et les habitants pour justement être connectés. Voire leur faire comprendre que je les écoute, j'emporte avec moi les combats qu'ils mènent à l'Assemblée nationale, même si une fois qu'on siège, on est le député de la nation. Mais cette connexion, à mon sens, elle est très importante pour rétablir ce lien de confiance nécessaire et qui amènerait peut-être davantage demain des personnes, effectivement, dans les isoloirs. Est-ce que sur l'abstention, est-ce qu'il va y avoir moyen de mobiliser Oui, bien sûr, mais moi je partage tout à fait l'analyse que vient de faire Madame Gaillard-Minier. Dans le cadre d'une élection législative partielle, on le sait tous, le taux de participation est fortement moins élevé que si elle avait eu lieu après une élection nationale, notamment après une élection présidentielle. Il n'y a pas eu de dynamique nationale. Enfin, ça a été voilà. Mais ça, moi, le chiffre de la participation ne me surprend pas dans le cadre d'une élection partielle. On ne peut évidemment que le déplorer parce que l'objectif, c'est quand même que chaque citoyenne et chaque citoyen s'exprime, vote. C'est un devoir de citoyens et de citoyennes qui doit pouvoir s'exercer. Je partage également le constat sur la défiance que peuvent ressentir nos concitoyens vis-à-vis des responsables politiques. Et cette défiance, elle a été accentuée malheureusement par divers renoncements ces dernières semaines. Je pense à la négation totale par le président de la République des votes qui ont été effectués et des résultats des votes de l'élection de juin-juillet qui a placé, quoi qu'on en dise, même si nous n'avions pas de majorité absolue, le programme du nouveau Front populaire en tête, avec la nomination de premiers ministres qui sont issus de groupes parlementaires extrêmement minoritaires. Donc il y a une déception. Moi, quand je fais des porte-à-porte, et j'en fais tous les jours depuis 2 mois et demi, c'est ce que nous disent aussi les habitants et les habitantes. Nous avons voté cet été, nous n'avons pas eu la sensation d'avoir été entendus, puisque les conséquences de nos votes, c'est la désignation de premiers ministres qui sont dans des partis et des groupes qui n'ont que très peu de députés. Et ça, je trouve que c'est évidemment déplorable. Je pense que cette défiance aussi, elle vient de comportements de députés qu'on a à l'Assemblée. Comme vous l'avez rappelé, il y a 3 groupes aujourd'hui dont aucun n'a de majorité absolue. Et ce qu'on demande aux députés, d'ailleurs, c'est ce que demande aussi finalement une tribune qui a été édité par l'ensemble des organisations syndicales et patronales, à l'exception de la CGT, qui demande aujourd'hui en fait que les députés soient responsables et qu'on arrive à une situation de sérénité, de stabilité, de visibilité. On a besoin que notre économie effectivement aille mieux, elle redémarre, qu'elle puisse de nouveau embaucher, de nouveau investir. Et donc pour ça, il faut qu'on ait un personnel politique, il faut qu'on ait des députés à l'Assemblée qui veulent travailler et qui ne soient pas là pour soit invectiver, soit censurer, soit ou agresser, comme Monsieur Turquois, qui est membre du MoDem et qui, il y a encore quelques semaines, était descendu dans l'hémicycle pour tenter d'agresser un député socialiste. C'est vrai que c'est des comportements qui, aujourd'hui, portent atteinte à l'image du député, à sa fonction, à son honorabilité. Encore une fois, c'est regrettable. Bon, on ne va pas prendre chacun des exemples. En tout cas, chacun pourra regarder chacun pourra regarder juste les images du discours de politique général qui a été énoncé hier avec les invectives qui étaient lancées par les bandes. Un devoir d'exemplarité quand il est à l'Assemblée nationale. Oui. Pour conclure sur l'abstention, il faut normalement 12,5% des inscrits pour pouvoir se maintenir au second tour. En 2004, en juillet 2024, cette règle avait permis à 3 candidats sur cette circonscription d'être au second tour, ce qui avait donné une triangulaire. Si on avait appliqué cette règle cette fois, aucun des candidats n'aurait pu être présent au second tour. Heureusement, il y a un petit alinéa qui stipule que les 2 premiers arrivés en tête, on le voit sur ces résultats, sont qualifiés automatiquement, quel que soit le nombre de votants. On peut noter parmi ces 11 résultats le score de Gaël Offran-Piré pour le parti Equinox, qu'on n'avait pas forcément mis parmi les candidats importants de cette élection. En juillet, le parti avait fait 0,5% sur l'autre circonscription de Grenoble. Là, le score a été multiplié par 15. Et je précise aussi, pour ceux qui découvrent ces résultats, qu'il n'y a pas d'erreur sur le score de Mathieu Lemorzélec, crédité de 0%. C'est un candidat qui vit à Brest, avec un suppléant à Marseille, qui n'est pas venu faire campagne sur le terrain et qui n'avait même pas fait imprimer de bulletins dans les isoloirs. Là, on voit le mot qui renvoyait les électeurs éventuellement vers un site internet. Il a eu 2 voix sur l'ensemble des votants isoloirs.
Élisée Roy. Bon, c'est pour l'anecdote. Yassou Fok, donc vous êtes arrivé en tête avec 28,3% des voix. En juillet 2024, le candidat du Nouveau Front Populaire, Hugo Prévost, avait obtenu 40,2% des voix. Ils sont partis où, les 12% D'abord, il y a clairement eu une baisse de la participation et cela a un impact. Oui, mais sur le pourcentage des voix, ça n'a pas après, forcément... sur le pourcentage des voix, j'en ai aucune idée. J'ai pas, honnêtement, je ne sais pas où sont... Je pense que vraiment, ça se joue sur la participation et je pense qu'on aura de très grandes surprises ce dimanche. Vos électeurs se sont moins mobilisés que bien sûr, évidemment. À Grenoble, l'abstention est plus élevée que dans la vallée du Grésivaudan. Tout le monde sait qu'à Grenoble, l'électorat est plutôt favorable au programme que je défends. Il y a eu une méconnaissance de l'existence même de cette élection. On a mené pour autant une belle campagne avec énormément d'actions, de porte-à-porte, etc. Ça n'a pas suffi. Très clairement, ça n'a pas suffi et il faut intensifier nos efforts et c'est ce que nous faisons ces jours-là, ces jours-ci, hier, aujourd'hui, demain, après-demain. Il y a eu un petit pic ces derniers jours de la part de Place Publique, de Raphaël Glucksmann, qui compte quand même au niveau national, qui a dit dans les médias qu'il ne soutenait pas votre candidature portée par le reste des forces de gauche. Ça a pu jouer, ça, à votre avis sur... Non, je ne pense pas que ça ait pu jouer. Je n'accorde pas énormément d'importance aux propos de M. Glucksmann, étant donné que... Il avait fait un beau score quand même aux européennes. Oui, bien sûr, mais j'ai eu le soutien de Place Publique ici au niveau local. Ils ont participé à mon comité de campagne, à mes réunions de campagne, à mes soirées de lancement. Donc bon, je suis soutenu par Place Publique de Grenoble, de l'Isère, pas par Raphaël Glucksmann. Visiblement, il y a un désaccord entre Place Publique locale et Place Publique nationale. Moi, vous savez, je ne commente pas les déclarations des responsables politiques de gauche à mon sujet. Je les laisse débattre entre eux. J'ai une campagne à mener et je la mène avec toutes les forces qui sont aujourd'hui présentes sur le terrain avec moi. Alors, il en manque et Place Publique en fait partie. Il en manque aussi un peu de votre côté, Camille Gaillard-Minier, 33,6% pour le candidat de votre famille politique en juillet dernier, seulement 26,6% cette fois, donc il y a 6 points en moins. Vous aussi, comment vous expliquez ce résultat ? Le contexte est différent, la candidate est différente. On l'a dit aussi, c'est une élection effectivement partielle. Moi, ce qui était important, et je remercie tous les électeurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont porté à ce second tour. Je pense que là, on a la possibilité sur ce second tour justement de pouvoir continuer à expliquer ma candidature et puis de pouvoir effectivement l'emporter à la fin de ce second tour. Donc l'analyse effectivement des résultats est toujours très compliquée. Personne n'est propriétaire des voix. On a d'autres candidats qui ont fait de meilleurs résultats comme Nathalie Béranger, donc d'autres qui en ont fait moins, notamment M. Lacroix. Donc voilà. Donc après, je dirais, une fois encore, c'est très difficile, je trouve, effectivement, de comparer entre deux élections qui ont lieu à des périodes très différentes, avec des candidats différents, avec un nombre de candidats. Vous l'avez rappelé aussi, on avait 5 candidats au mois de juillet, il y en a 11 aujourd'hui, donc qu'il y ait une répartition qui se fasse entre différents candidats. Vous avez rappelé d'ailleurs Equinox, qui effectivement aussi a fait un bon résultat. Donc le fait que les voix se soient réparties sur le plus de candidats, me semble pas forcément être très significatif sur ces résultats. Aujourd'hui, on a 2 candidats qui sont qualifiés. Et je pense qu'il y a effectivement 2 projets très différents et qui donneront la possibilité aux électeurs et aux électrices de s'exprimer. Vous évoquez Nathalie Béranger, donc, qui était la candidate LR, Alexandre Lacroix, qui était le candidat UDR soutenu par le Rassemblement national. Tous les deux ont appelé clairement à voter pour vous. Alors, tous les deux ont appelé clairement de façon extrêmement différente. J'aimerais quand même bien faire la différence. Oui. Vous avez Nathalie Béranger qui, dès le dimanche soir, a indiqué qu'elle soutenait ma candidature et je l'en remercie parce qu'elle l'a fait de façon très claire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est un soutien officiel. On se rejoint sur les mêmes valeurs républicaines, de société, de projet. On n'a pas les mêmes convictions et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on était dans deux candidates différentes au premier tour. Mais en tout cas, elle m'a fait effectivement l'honneur de tout de suite être très claire sur ce soutien. Je le remercie. D'ailleurs, c'est le cas aussi de monsieur Gerby. Monsieur Lacroix, alors là, il n'y a eu aucun échange, et je tiens à le dire, aucune discussion de près ou de loin avec ce monsieur. Et peut-être, on peut quand même rappeler qu'il a utilisé des termes pas très amènes vis-à-vis de moi dans ce communiqué. Je crois utilisant un terme enfin, je ne vais même pas les reprendre. En tout cas, voilà. Je crois qu'il dit que vous êtes la moins pire des deux candidatures. J'ai aussi eu oui, je pense que tous les deux, vous avez été... de la part du candidat d'extrême droite. Je pense qu'on peut se rejoindre. On n'est pas surpris parce que c'est l'extrême droite. Encore une fois, c'est le visage de l'extrême droite. Effectivement, là, on peut être d'accord sur le fait que les propos ont été les mêmes à l'égard de tout le monde. Il se trouve que la conclusion... Mais je dirais, une fois encore, personne n'est propriétaire de ses voix. Et en tout cas, moi, je relève juste le soutien, effectivement, de
Mme Béranger. On est bien d'accord, vous n'acceptez pas le soutien qui a été apporté par M. Lacroix. Je l'entends, je n'en tire aucune conséquence. Et une fois encore, je n'ai jamais discuté, je n'ai jamais échangé. Une fois encore, personne n'est propriétaire. Vous pourriez très bien vous dire, voilà, ce soutien, j'en veux pas parce que personne n'est propriétaire de ces voix. Non, mais il a appelé à voter pour vous. Je ne donne pas de valeur, effectivement, à la parole de ce monsieur qui se permet de m'insulter. Je pense que c'est important de le clarifier parce que moi, j'avoue, quand je suis tombé sur ce communiqué, je me suis dit c'est très surprenant que le candidat d'extrême droite fasciste appelle à voter pour vous. Je me suis dit que beaucoup de choses vous diffèrent. Enfin, en tout cas, j'espérais que beaucoup de choses vous différenciaient. Je vous confirme que beaucoup de choses me différencient à la fois en termes de projet. Donc, je trouve que c'est honorable de votre part de clarifier cette position ici parce que j'ai eu un petit peu d'inquiétude. Je m'attendais à ce que vous refusiez ce soutien et donc vous le faites et j'en suis heureux parce que soulagé. Sur les réserves de voix, on a l'impression que la dynamique est quand même plutôt du côté de la candidate Ensemble Renaissance, même si elle est arrivée en seconde position. Où vous allez aller chercher la campagne n'est pas les terminée. 50% qu'il faut. La campagne n'est pas terminée. J'imagine que vous faites vos calculs aussi, comme tout le monde. Évidemment, bien sûr, quand on est au lendemain du résultat d'un premier tour d'une élection, on va regarder, essayer de voir ce qui peut s'additionner ou pas. Moi, je pense que la campagne n'est pas la campagne n'est pas terminée. Il reste encore plusieurs jours pour aller convaincre les électeurs et les électrices. Moi, je suis convaincu qu'il y aura des surprises dimanche au second tour. Je pense que les habitants et les habitantes de Grenoble vont fortement se mobiliser pour aller voter. Beaucoup d'ailleurs n'étaient pas au courant de la tenue de cette élection. Je pense que ce travail d'information est en train, c'est sûr, il est en train d'être fait à l'heure même où je vous parle. Des militants et des militantes sillonnent chaque immeuble de la ville pour aller informer tout le monde de la tenue de cette élection. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit ne pas avoir été votées dimanche parce qu'elles n'étaient pas au courant et qui iront ce dimanche-là. Donc voilà, on va pas comment dirais-je, mettre la charrue avant les bœufs et on va attendre dimanche soir le résultat de ce scrutin, mais je suis très confiant. On fait nous aussi notre travail d'information et on avait d'ailleurs fait lors du débat de premier tour. À l'époque, on ne connaissait pas le gouvernement, on avait juste le nom du nouveau Premier ministre, François Bayrou. Depuis, donc, la donne politique a un peu évolué. Camille Gaillard-Mignet, vous aviez accueilli avec bienveillance la nomination de François Bayrou en tant que Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de son gouvernement ? Moi, je trouve qu'il a fait un gouvernement effectivement qui est équilibré avec des personnalités de différentes sensibilités. C'est la mission qui lui est donnée dans cet objectif qui est une fois encore d'apporter de la stabilité, de la sérénité, de la visibilité. Et puis dans la continuité de cette composition de gouvernement, il a fait son discours de politique générale hier, que j'ai trouvé aussi être à la hauteur des enjeux, où précisément il n'a pas été là à décliner des mesures, puisque son souhait c'est de dépasser les clivages et de faire des compromis. Or, pour faire des compromis, il ne faut pas annoncer par avance des mesures. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renvoyé, il l'a fait très clairement à ses différents ministères pour justement, après, engager des discussions sur les différents sujets. Il a quand même annoncé, en plus, de bonnes nouvelles sur des sujets qui sont importants, notamment sur le sujet de la santé. On en reparlera certainement tout à l'heure, mais avec l'augmentation notamment de l'ONDAM, qui est donc l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Ça veut dire que pour l'hôpital, plus de moyens, ce qui est une très bonne nouvelle, mais aussi le remboursement intégral des fauteuils pour les personnes en situation de handicap. Bon, on reprendra ces sujets, mais en tout cas, il y a différents éléments qui ont été abordés, qui ont été donnés, qui, à mon sens, sont vraiment dans la lignée de ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est-à-dire si on veut faire du compromis, ce qu'on fait finalement tous les jours dans notre vie personnelle et vie professionnelle, eh bien, il faut avoir un gouvernement qui lance ce compromis, ce qui est le cas, et maintenant, après aussi, avoir à l'Assemblée des députés qui soient en capacité de travailler ce dialogue, de faire ces passerelles. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je pense effectivement cette candidate qui, demain, représentera à la fois cette circonscription et demain sera donc auprès des députés qui s'engagent dans ces discussions et dans cette recherche de stabilité qui, une fois encore, est au cœur aujourd'hui de la force de notre pays. Puis, puisque vous parlez de la santé, c'est un Isérois qui a pris le poste de ministre de la Santé, un autre Isérois, Yannick Noder, lui également qui soutient médecin ma candidature. Au CHU, qui soutient votre candidature, mais qui est toujours le patron des Républicains en Isère, qui a pu être un adversaire politique avant aujourd'hui d'être un soutien. Avec M. Noder, nous n'avons pas les mêmes convictions politiques, je vous le confirme, mais effectivement, il a souhaité porter son soutien sur ma candidature parce qu'il considère que je suis demain la meilleure députée, enfin en tout cas, je serai demain une meilleure députée que M. Loufoque pour représenter ce territoire, parce qu'effectivement, on avait déjà échangé, lui, parce qu'il est médecin surtout à l'hôpital, et donc j'ai travaillé beaucoup avec les soignants à l'hôpital pour, effectivement, sur ce territoire, parce que c'est à la fois le sujet est important et c'est un acteur, l'hôpital est un acteur important, et puis aujourd'hui, effectivement, sur ce choix qui avait
devait faire entre M. Loufoque et moi-même, il a souhaité effectivement apporter ce soutien à ma candidature dans la lignée, comme on l'a dit, à la fois du soutien de Mme Béranger, mais aussi de 2 autres maires de la circonscription, que sont M. Bayle et M. Escaron, qui rejoignent effectivement les 4 premiers maires qui avaient rejoint. Donc aujourd'hui, c'est 6 maires sur 10 maires de la circonscription qui soutiennent ma candidature, et effectivement avec des sensibilités différentes. Mais pour moi, c'est très important parce que ça montre, effectivement, ça démontre que quand on est un député, il faut aussi être porté par les élus locaux, et c'est parce que on a travaillé ensemble dans le cadre de ce premier mandat, et parce qu'on a travaillé ensemble après, qu'ils connaissent cette capacité que j'ai à aller vers eux, à discuter, à porter leur sujet surtout, qu'ils ont souhaité rejoindre ma candidature. Elias Loufoque, avant de connaître la composition du gouvernement en décembre dernier, sur ce plateau, vous nous annonciez que vous censureriez le gouvernement Bayrou si vous étiez élu à l'Assemblée nationale. Maintenant qu'on connaît sa composition, est-ce que votre position a changé ? Ah non, pas du tout. Et encore moins après le discours de politique générale qu'il a pu tenir hier. Moi, j'ai noté qu'il y avait très peu de choses qui ont été dites sur l'emploi, sur les salaires, sur les services publics. J'ai noté également que la composition de son gouvernement était encore une fois très à droite. Et je note également que Mme Gaillard-Minier, bien qu'elle se revendique de la social-démocratie, est soutenue très majoritairement par des personnalités de droite, voire de droite extrême. Donc je suis assez surpris, mais il y a peu de personnalités de gauche finalement qui se reconnaissent dans votre candidature, et je trouve que finalement ça a le mérite de la clarté, puisque comme vous allez, si vous remportez cette élection, ce que je ne souhaite pas, siéger dans le groupe des macronistes, conduire une politique de droite avec des membres du gouvernement de droite, je trouve qu'au moins les choses ont le mérite d'être claires. Peut-être sur ce point, suis surpris par... Je vous ai pas coupé. Je suis surpris par la composition du gouvernement de M. Bayrou. Je vous rappelle quand même que le président de la République avait indiqué très tôt vouloir faire de la protection des enfants une priorité. On a eu malheureusement la petite gueule de bois quand même au lendemain de la nomination des membres du gouvernement, en découvrant que le ministère de l'Enfance avait été supprimé. Et donc je trouve qu'il y a là une contradiction très forte. Il a été annoncé la création d'un poste de haut-commissaire en charge de l'enfance, ce qui évidemment est du grand n'importe quoi, puisque nous savons aujourd'hui que nous avons besoin d'un travail interministériel avec une incarnation forte, avec une personnalité qui ait un poids politique fort, qui soit capable de pouvoir obtenir des arbitrages, à négocier des budgets à Bercy, et qu'un haut commissariat me semble être un petit peu léger pour pouvoir remplir ces missions-là. Je trouve ça assez déplorable, d'autant plus que nous avons actuellement une situation de crise sociale qui est dramatique et qui frappe de plein fouet les enfants. 3 millions d'enfants vivent actuellement dans des familles sous le seuil de pauvreté. Et donc, je suis... Alors, je ne peux pas dire déçu, parce qu'en réalité, je ne m'attendais pas à grand-chose. Voilà, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais c'est vrai que les associations aujourd'hui de protection de l'enfance sont en colère. Elles l'ont fortement exprimé ces dernières semaines, et donc je leur adresse tout mon soutien. Peut-être, alors, en réponse peut-être à quelques éléments qui ont été indiqués sur les personnalités qui me soutiennent, il y a des personnalités, et c'est une fois encore l'honneur qui m'a été fait, de droite et de gauche. On peut rappeler dans les membres du gouvernement qu'il y a M. Rebsamen, qui est progressiste, enfin un mouvement progressiste effectivement de gauche. Je l'ai rappelé tout à l'heure, Geneviève Chirazo, ancienne ministre PS, on a M. Jacques Chiron, ancien sénateur PS, on a Jean-Paul Giraud, ancien vice-président du département PS. Ancien, passé chez la Macronie dès 2017. Ce sont des personnes social-démocrates. M. Rebsamen n'est pas passé chez Macroniste. Il y a Mme Pannier-Runacher, il y a El Produit. Enfin, c'est toutes des valeurs. M. Valls, personnalité incontournable de gauche. Vous évoquez des personnalités qui ne sont pas... Soyons sérieux, ce ne sont pas des personnalités de gauche. En tout cas, vous avez un positionnement différent, et c'est aussi l'intérêt de cette élection. Mais je souhaite avoir 2 options très clairement. Voilà, je souhaite rappeler effectivement que dans mes soutiens, effectivement, il y a des soutiens et des personnes de gauche et de droite. Et pour moi, c'est essentiel, puisque c'est ce qui a fait la nature de ma candidature, qui est une candidature d'union. Sur le commissariat, vous l'avez rappelé, c'est effectivement ce qui est envisagé. Il y a quand même un avantage certain au commissariat, c'est qu'il peut se maintenir aussi, quel que soit le changement de gouvernement, et qu'il assure une certaine pérennité. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, je serai vigilante. C'est-à-dire que ce commissariat, il nous faut encore cet avantage. C'est-à-dire que si on nomme aujourd'hui un haut commissaire, quelles que soient les éventuelles censures, ce sera une personnalité qui restera et on ne sera pas à changer. Sauf si le gouvernement décide de le changer. Enfin, on peut pas, c'est pas une garantie. C'est une nomination, par contre, effectivement, qui va incarner, quels vont être ses moyens. Je pense que ça, par contre, c'est des vraies questions. Cet intérêt sur ce sujet, on le partage, Monsieur Loufoque. Donc, je pense que j'aimerais que ça se traduise par des actes, et notamment par la nomination d'un ministre de plein exercice. Ce sujet doit être un sujet prioritaire. Le président l'a dit, et constater que ça n'a pas suffi. Sur ce commissariat, je pense qu'il faut effectivement continuer à voir quels vont être les moyens, et puis continuer à travailler avec les différents acteurs qu'il y a aujourd'hui sur ce sujet, notamment avec le Conseil national de la protection de l'enfance, dont, et vous savez aussi, Monique Limon
ancienne députée macroniste, qui a été nommée par l'ancien ministre de l'Enfance. Est-ce que ce serait possible de terminer une phrase Je pense qu'on arrive à vous écouter. Avec Monique, mais c'est vrai que si vous pouvez vous laisser finir votre phrase, c'est mieux. Fait partie de mes soutiens que vous connaissez, parce qu'elle fait partie du Conseil national de la protection de l'enfance, qui est présidente du Conseil national de l'adoption et qui, effectivement, avec qui j'ai échangé et avec qui on a pu échanger très clairement sur ce sujet, et qui m'a assuré de son soutien. Donc, en tout cas, une fois encore, ce haut commissariat, ça peut être une bonne nouvelle si c'est la possibilité d'avoir effectivement une personnalité qui soit pérenne dans le temps, avec effectivement des moyens et en utilisant les diagnostics et les préconisations du Conseil national de la protection de l'enfance. J'espère, parce que j'en ai été membre pendant 6 ans, donc des avis. C'est pour ça que je renvoie. Mais je sais bien, mais le problème, c'est on sait toute la valeur qu'il y a à cette. Et on sait aussi à quel point il est difficile, dans le cadre d'une politique interministérielle, d'obtenir des arbitrages favorables. C'est ce à quoi j'ai été confronté malheureusement ces 12 dernières années. Malheureusement, si les vous différents avez pu ministres. obtenir des arbitrages avec notamment Adrien Taquet sur beaucoup de sujets sur lesquels non, pas sur le plan financier, justement. Pas sur le plan financier. Je n'ai jamais nié que les travaux législatifs qui ont été conduits par M. Taquet ont permis d'aboutir à des avancées. Ça, c'est clair et net. J'y ai fortement contribué, donc il est hors de question que je remette en cause le travail que j'ai pu conduire avec lui, mais pas sur le plan financier. Et d'ailleurs, les départements aujourd'hui se plaignent de cette situation parce qu'ils disent des lois sont votées pour réformer notre système de protection de l'enfance sans que le coût engendré par ces réformes ne soit compensé suffisamment par l'État. Et donc, on a là un vrai problème. C'est-à-dire que du coup, on se retrouve avec des lois qui ne sont absolument pas appliquées et un système de protection de l'enfance qui se dégrade. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il ait remporté des arbitrages financiers. C'est triste parce que je l'aurais souhaité, mais en tout cas, ça n'a pas été le cas. Mais sur ce sujet, c'est important parce que, et là, je salue votre engagement sur le sujet de la protection de l'enfance depuis de nombreuses années. Vous avez été militant et vous avez porté de beaux sujets. Et je pense que de montrer aussi que ce gouvernement est en capacité de travailler avec vous et d'avancer, notamment sur, et c'est un sujet important, sur le placement des enfants dans les hôtels. Aujourd'hui, le décret est passé. Est-ce qu'il est appliqué partout? Non. Et ça, pareil, c'est une bataille que nous pourrons mener ensemble. J'espère, moi, en tant que député, vous, en tant pour le secteur associatif. Mais très sincèrement, ce sont des sujets, effectivement, sur lesquels il faut aller jusqu'au bout. Et en tout cas, vous pourrez compter sur moi. Il y a un autre sujet que François Bayrou a évoqué lors de son discours de politique générale, c'est la réforme des retraites. Il est prêt à la renégocier. C'est l'occasion, les sous-focs, peut-être d'obtenir des avancées que les syndicats n'avaient pas réussi à obtenir il y a 2 ans. Alors, prêt à la renégocier, moi, c'est pas forcément ce que j'ai entendu. En rediscuter, en tout cas, dans un premier temps. À reposer le sujet sur la table, certes, en relançant une conférence avec les différents partenaires sociaux qui devraient se tenir d'ailleurs dès vendredi. Mais cette réforme n'est à ce stade pas suspendue. Ça a été une demande d'ailleurs du Parti socialiste qui a été en discussion avec M. Bayrou et qui a demandé la suspension de cette réforme le temps qu'il y ait une renégociation. Une renégociation, c'est-à-dire vraiment d'être dans un rapport de négociation, et ça n'a pas été acquis, malheureusement. Moi, je pense que, c'est une évidence, la censure doit de nouveau être votée, parce que le préalable, de toute façon, à toute coopération, à toute concertation avec le gouvernement actuel, ne peut se faire que s'il y a l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans pour revenir à 62 ans. Et le financement pour revenir à 62 ans, il est connu. D'abord, l'égalité réelle de salaire entre les femmes et les hommes, les cotisations sur les dividendes. Il y a des moyens de financer ce retour à 62 ans et ensuite même d'aller plus loin et d'évoquer potentiellement un retour à la retraite à 60 ans. Mais là, le fait est que ça reste très, très, très insatisfaisant, les annonces qui ont pu être faites. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'ensemble des partis et des groupes à l'Assemblée nationale du Nouveau Front populaire s'apprêtent à voter la censure ce jeudi. Peut-être je répondre sur la retraite parce que c'est quand même important. Dire qu'il n'y a pas eu de choses significatives qui ont été annoncées par le Premier ministre me semble quand même très, très en décalage avec la vérité. Ce qui a été dit hier, les partenaires sociaux, justement, aujourd'hui, la CFDT a dit qu'il y avait bien, grâce à ça, une fenêtre d'opportunité qui ne s'était jamais ouverte. On a quand même un Premier ministre qui vous dit qu'il remet cette réforme totalement en chantier, qu'on va pouvoir retravailler, qu'il n'y a aucun tabou, qu'on peut tout retravailler, voire même jusqu'à la condition d'âge, que ce sont les partenaires sociaux effectivement qui vont travailler, qui sont les premiers en capacité de travailler. On voit que les partenaires sociaux, quand ils travaillent ensemble, ils peuvent y arriver. Regardez sur l'assurance chômage, à l'automne dernier, ils sont arrivés à un accord. Et pourtant, on est avec des partenaires sociaux à la fois du patronat et salariés. Donc lorsqu'on leur donne aujourd'hui
une feuille totalement ouverte sur tous les critères. Et en plus, ils vont pouvoir effectivement améliorer cette réforme. On sait qu'il y a des critères d'amélioration sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur les petites retraites, sur les retraites sur les fractionnées, et notamment pour les femmes. Donc, ce travail... Finalement, que la réforme que vous avez cette réforme pouvait être améliorée. Mais ça, c'est bien. Mais quand on fait du compromis, et justement, c'est ça qui fait vraiment la vraie différence, c'est que, vous voyez, vous dites tout à l'heure, moi, je serais capable de faire du compromis, et même en siégeant avec la France Insoumise, vous démontrez sur ce sujet que ce n'est pas le cas. Les seuls aujourd'hui, effectivement, qui ont ouvert cette discussion, c'est le Parti socialiste, et c'est justement ce qui a été aujourd'hui, ce qui a été ouvert par le Premier ministre dans le cadre de son discours de politique générale, avec en plus des étapes et des délais. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire aussi, il pouvait renvoyer. Et là, on fait une mission flash pour vraiment avoir les éléments. Ensuite, on réunit les partenaires sociaux en conclave, comme il a indiqué, pendant 3 mois pour justement retravailler, regarder. Et une fois encore, en utilisant une expression qui est importante, rien n'est fermé. C'est-à-dire que vous avez vraiment quelqu'un qui met tout sur la table pour travailler et pour négocier et pour faire du compromis. Ça, je pense que c'est une attitude responsable qui est en tout cas conforme au mandat qu'il s'était donné. Ces discussions, parce que je n'appellerai pas ça des négociations, donc qui vont s'ouvrir, vont en effet durer 3 mois avec les syndicats patronaux et ceux des travailleurs. Si le MEDEF, par exemple, oppose un veto ou si les partenaires ne tombent pas sur un accord, nous restons donc sur la réforme de la retraite actuelle. Alors, vous venez de reconnaître qu'elle était extrêmement imparfaite. Mais vous voyez, dans les termes, c'est important, vous utilisez le mot veto. Mais parce que c'est le risque. Là, ce qui est proposé, donc moi, je veux juste savoir qu'est-ce qu'on fait si les partenaires sociaux ne tombent pas d'accord. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Qu'est-ce qu'on fait? Les partenaires sociaux, une fois encore, donnant-leur la possibilité d'avancer, et une fois encore, ils ont été en capacité de le faire sur un sujet qui était très difficile, qui était l'assurance chômage. On sait que pendant plusieurs années et plusieurs fois, effectivement, ils n'y sont pas arrivés. Ils sont arrivés à l'automne. Et c'est eux-mêmes, une fois encore, et je vous rappelle cette tribune, j'y reviens parce que c'est vraiment un cas rarissime que des organisations patronales et des salariés se retrouvent autour d'une seule tribune. L'assurance chômage qui était prévue était tellement catastrophique qu'en effet, pour le coup, ils ont été contraints de se mettre. Non, là, je ne parle pas de la réforme, là, je vous reparle de la tribune qu'ils ont co-signée en disant, nous, on veut justement travailler, on veut travailler avec des députés qui soient responsables, parce que nous, on veut de la visibilité, on veut de la sérénité. Et la sérénité, on la pose si justement on ne pose pas dès le début des vétos. Donc, c'est pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est dès le vendredi. C'est-à-dire qu'on en a un discours de politique générale qui est énoncé le mardi. Le vendredi à 11h, la promesse se tient. Vous avez les partenaires sociaux qui vont se réunir pour justement discuter, travailler sur cette réforme sans tabou, avec une feuille qui est complètement ouverte. Ça, c'est une attitude effectivement responsable du gouvernement et du Premier ministre. À l'instant, vous venez de concéder que la réforme qui a été conduite sous Madame Borne était absolument imparfaite, notamment sur la pénibilité, sur tout un tas d'éléments sur lesquels on ne reviendra pas, ça a été dit. Si jamais les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, ce qui est un risque, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, mais c'est un risque, est-ce que le patronat va s'entendre avec les travailleurs? Ce n'est pas garanti. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me mets dans l'hypothèse où ils vont y arriver, puisque c'est la feuille. Derrière. Alors, je ne suis pas Première ministre. Je suis candidate aux élections législatives pour devenir député demain. Je suis solidaire, mais je ne suis pas à sa place. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que je pense que là, il a mis en tout cas tout ce qu'il faut pour que les partenariats sociaux puissent discuter, puissent améliorer cette réforme. Il n'y a pas de difficulté à vous dire que, effectivement, oui, mais d'autres syndicats comme la CFDT trouvent qu'il y a justement là une vraie fenêtre d'opportunité. L'expression, elle n'est pas de moi. Elle est de syndicats de trouver aujourd'hui. Et effectivement, comme l'a dit le Premier ministre, c'est une méthode effectivement qui est inédite, qui est radicale et qu'il faut aujourd'hui, sur lesquels les partenaires sociaux vont pouvoir s'exprimer. Oui, mais s'ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez de dire que la réforme était tout à fait imparfaite. Vous venez de le dire. Qu'est-ce qu'on fait s'ils ne se mettent pas d'accord? Est-ce que vous allez tout de même revenir dessus, proposer au Parlement de relégiférer? Ce qui aujourd'hui est indiqué, c'est que le texte qui sera proposé sera effectivement soumis au Parlement. C'est ce qui a déjà été dit par M. Bayrou. On comprend que vous n'avez pas la même confiance dans ce conclave. Tout nous a démontré ces derniers mois que nous ne pouvons pas avoir confiance envers la majorité macroniste, enfin en tout cas le bloc central et les différents premiers ministres qui se sont succédés. On verra dans 3 mois ce qui sort effectivement ou pas de ces discussions un peu particulières. Par rapport à la censure qui semble effectivement faire presque l'unanimité à gauche, paradoxalement, le Parti socialiste
Bon, ils n'ont pas encore complètement prononcé, mais disons-le. on sent qu'il ne faut pas grand-chose quand même pour qu'il bascule. Je pense qu'il y a eu, mais vous l'avez bien vu dans les différentes prises de position des responsables du Parti socialiste hier, il y a une vraie colère, une vraie révolte de la manière dont ils ont été traités par le Premier ministre. Ils ont tendu la main et cette main n'a malheureusement pas été saisie. Et je trouve que c'est extrêmement grave. Eux avaient tendu la main à la différence d'autres groupes politiques comme la France Insoumise. Mais là, je vous parle du Parti socialiste que je représente, madame. Et ce fois qu'en votant la censure à gauche, finalement, vous remettez, peut-être involontairement, évidemment, le Rassemblement national au centre du jeu, puisque c'est eux qui vont de nouveau pouvoir jouer de cet argument pour... Mais non, pas du tout. Encore une fois, si M. Bayrou avait souhaité travailler avec la gauche, il aurait tout de suite, immédiatement annoncé la suspension de cette réforme de la retraite et la renégociation. C'était ce qui était demandé par la gauche, notamment par les écologistes et le Parti socialiste. Il ne l'a pas fait. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a absolument aucune volonté aujourd'hui, et il l'a démontré encore hier, de travailler avec les groupes de gauche à l'Assemblée nationale et que spontanément, il se tournera, et il a déjà commencé avec la nomination de M. Retailleau au gouvernement, vers l'extrême droite. Donc il n'y a pas de fausse naïveté à avoir sur le sujet. C'est pour moi extrêmement clair, c'est limpide. Il ne veut pas travailler avec des parlementaires de gauche. Ça reste quand même un problème, si la gauche vote la censure, d'avoir le RN qui finalement peut faire la pluie et le beau temps sur ce évidemment, nouveau gouvernement. Évidemment, c'est un problème pour notre... Oui, c'est un problème que ce soit de nouveau, effectivement, la possibilité après pour l'Assemblée nationale de pouvoir, effectivement, faire, décider ou pas de cette censure, puisque, effectivement, en la votant, il la rendrait... et de nouveau, on partirait, effectivement, dans une situation d'instabilité qui est néfaste pour notre pays, qui est néfaste pour notre économie et qui est surtout néfaste pour ceux que vous dites représenter, c'est-à-dire les personnes les plus vulnérables, qui vont, elles, souffrir de cette instabilité, qui vont, elles, souffrir du fait que, de nouveau, effectivement, ils risquent d'avoir cette instabilité politique. Mais là, l'instabilité, on parle du passé, là, on parle d'aujourd'hui. Cette censure, si elle est votée... Vous êtes en train de dire quoi? Vous allez collaborer avec le Rassemblement national si la gauche décide de censurer? Non, je vous pose la question, parce que là, la question qui était posée, c'était est-ce que M. Bayrou se tournerait plutôt, du coup, vers le Rassemblement national? Non, ce n'est pas ça. Je crois pas... Non, ça, je vous interroge. En tout cas, je pose la question du rôle que va reprendre le Rassemblement national. C'est-à-dire, au contraire, que c'est par la censure, par la proposition de censure que vous faites, que vous allez redonner une place au Rassemblement national. Et la place, c'est vous qui leur accordez, enfin. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Vous avez un bloc central qui aujourd'hui gouverne en toute légitimité d'ailleurs. C'est vous qui faites des choix politiques en acceptant d'examiner des textes du Rassemblement national ou même en déposant des textes qui reprennent certaines de leurs propositions. Ça a été démontré avec M. Darmanin, avec le projet de loi Asile-Immigration. Enfin bon, je veux dire, toutes les annonces qui ont pu être faites sur le sujet de l'immigration aujourd'hui tendent à donner des gages au Rassemblement national, à rassurer le Rassemblement national, parfois même à travailler avec eux. Et donc, c'est cela aussi, c'est de cela dont vous êtes aujourd'hui aussi malheureusement contre vous, mais la censure demain provoquerait de nouveau de l'instabilité, provoquerait de nouveau un moment de crise qui, une fois encore, aurait des effets les plus néfastes sur les personnes les plus vulnérables. Mais les personnes les plus vulnérables, vous savez, la censure, ce qu'elle a permis quand même, c'est la revalorisation des retraites à plus de 2%, au lieu de 0,8%. C'est en moyenne entre 20 et 25 euros de plus par mois dès le mois de janvier dans les poches des retraités. C'est ne pas imposer la CSG aux apprentis. C'était 50 euros par mois que vous souhaitiez prendre aux apprentis. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la censure, en réalité, a évité la casse sociale. C'est 250 millions d'euros de baisse dans le budget de M. Barnier. Pour les Outre-mer, vous avez vu ce qui se passe à Mayotte quand on a débattu ici la dernière fois. Vous aviez eu spontanément un mot de compassion pour les Mahorais, et à juste titre, qu'on a tous d'ailleurs partagé ici. Mais 250 millions d'euros de coupe dans le budget des Outre-mer, permettez-moi de vous le dire, c'est assez indigne parce que pour le coup, on le voit notamment à Mayotte, mais pas que, dans les autres départements d'Outre-mer, il y a des besoins phénoménaux. Donc oui, la censure était juste et cette censure nous a évité un chaos absolu. Absolu. Alors, d'accord. Donc aujourd'hui, ne pas avoir de budget, pour vous, est tout à fait satisfaisant. Il y a un budget, celui de 2024 a été reproduit. Il y aura de toute façon il faudra de nouveau un nouveau budget. Il y aura un nouveau budget. Dites aussi que c'était Mais on n'a pas eu de budget parce qu'il y a eu un 49-3. Enfin, nous, on a joué le jeu. Les groupes du Nouveau Front Populaire ont participé au débat démocratique, ont fait voter des amendements avec des partis de votre propre bloc central, le MoDem. Le MoDem a voté avec nous. Je veux dire, le MoDem a voté des amendements sur la taxation des superprofits à nos côtés. Voté la censure. Non, mais donc on a nous, dans le budget, nous avons joué le jeu, nous avons déposé des amendements qui ont été démocratiquement et majoritairement votés, que vous avez balayés d'un revers de main avec ce 49.3, et donc vous ne nous avez pas laissé d'autre choix que de contester le budget que vous avez voulu,
sur lequel la représentation nationale s'est exprimée en plus défavorablement puisqu'elle a décidé d'adopter des amendements que nous proposons. Donc, je suis désolé, c'est le jeu démocratique. Et donc, nous sommes dans notre indiquez rôle. que cette censure a eu des effets positifs aux agriculteurs et vous verrez ce qu'ils vous répondent. Parce que c'est effectivement pour eux une catastrophe. Oui, donc, une censure ne peut pas avoir. Le problème, c'est que une censure peut avoir éventuellement des effets induits qui se trouvent, ceux que vous indiquez, mais qui auraient été ceux, notamment pour les retraités avec le budget. Mais en tout cas, aujourd'hui, un pays sans budget, ça n'est pas une bonne nouvelle. Il faut un budget. Et pour avoir un budget, il ne faut pas avoir de censure. Il faut avoir des députés qui travaillent. Mais il ne faut pas de 49.3 en fait. Il ne faut peut-être pas non plus de 49.3. Vous voyez, pas de censure, pas de 49.3. Bon, on pourrait aussi se dire que l'usage répétitif du 49.3 à chaque budget est quand même un élément qui tend à dire que vous êtes extrêmement fragile au Parlement aujourd'hui. Donc nous allons de toute façon reproposer et refaire voter, parce que ce serait étonnant que les votes changent à l'Assemblée nationale au moment de l'examen du budget qui va être proposé par M. Bayrou. Nous allons refaire ce processus-là. Nous allons recontribuer à ce travail parlementaire et législatif, en espérant cette fois-ci que vous respecterez, vous respecterez les votes, et en espérant que cette fois-ci, vous n'utiliserez pas le 49. Je vois que vous projetez après la censure. Vous respecterez l'Assemblée nationale. Donc demain, selon ce que vous dites, la censure ne sera pas votée, ce qui peut être une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, le budget, ce sera un des gros morceaux de ce début d'année pour l'un de vous deux, puis pour les 576 autres députés. Il a donné quelques pistes, François Bayrou. Il a parlé de pas de hausse d'impôts, des remboursements, on en parlait tout à l'heure, des médicaments. Tout ça, ça va en faveur d'un meilleur pouvoir d'achat. Moi, je note surtout une baisse de 32 milliards de dépenses publiques. Je ne sais pas sur quoi ils vont couper. On attend le budget, mais je crains le pire. Je crains le pire pour les hôpitaux, pour l'éducation nationale. Là, il y a 2000 postes. Alors, ils ont annoncé, M. Bayrou a annoncé moins 2000 postes d'enseignants, plus 2000 postes d'AESH, mais en réalité, du coup, ça revient à quand même supprimer 4000 postes d'enseignants, ce qui avait créé une levée de bouclier, évidemment, dans le précédent budget. Donc moi, je ne vois pas vraiment de différence, si vous voulez, entre le budget, en tout cas les annonces qui ont été faites sur le budget de la part de M. Bayrou et celui de M. Barnier. Je n'ai pas l'impression que M. Bayrou ait écouté ce qu'on lui ait dit et les inquiétudes des Françaises et des Français sur le budget proposé par M. Barnier. Donc non, moi, je suis plutôt inquiet et j'attends de voir quel service public on va encore sacrifier. Voilà. C'est 66 000 faillites d'entreprises en 2024. Ça concerne pour majorité des TPE. 90% ce sont des très petites entreprises. Il y a eu 300 plans sociaux l'année dernière en 2024. C'est 300 000 emplois quand même qui risquent d'être sacrifiés en 2025. Donc les enjeux sont évidemment immenses. Et les réponses apportées hier en matière budgétaire, pour moi, sont extrêmement inquiétantes. Là, nous avons découvert qu'il y avait à peu près 135 000 dossiers de surendettement qui venaient d'être déposés auprès de la Banque de France. C'est plus de 10% par rapport à 2023, donc c'est énorme. Et donc, ça se dit quelque chose aussi de l'état de notre pays, de l'état de notre société et de l'incapacité de nos concitoyens à pouvoir boucler les fins de mois et à vivre dignement. Donc non, ce budget n'est pas à la hauteur. La situation économique de la France inquiète, en tout cas, tout le monde, que ce soit à droite comme la gauche. Camille Garnier, elle inquiète tout le monde. Et pourtant, c'est dit de la part de quelqu'un dont le groupe parlementaire vote une censure demain. Donc, si vous voulez, on a compris que là-dessus, comment vous renvoyez la balle. Non, mais il y a le 40. Vous voulez que je vous dise 49.3 à chaque fois quand vous mettez le mot censure, ça va être rigolo. Ça va être censure. Vous pensez que en tout cas, il y aura moyen de faire passer un budget sans 49.3 justement. C'est une crise aujourd'hui. Elle est due effectivement, une fois encore, à la situation qu'on vit actuellement. Et aujourd'hui, une fois encore, les termes utilisés par ces organisations patronales et syndicales, elles sont importantes. C'est quoi? C'est de la visibilité, de la sérénité, de la stabilité. Or là, pour pouvoir trouver ça, il faut une fois encore qu'on ait à l'Assemblée des députés qui veuillent Donc vous travailler. Plus d'opposition, en fait. Pas du tout. Ah non, mais si, clairement. Alors, plus d'opposition, plus de majorité, puis chacun. Alors faire du compromis, faire du compromis, c'est pas du tout ne plus avoir d'opposition. Le compromis, ça veut dire qu'on est dans un objectif commun, partagé, qui est celui de l'intérêt général, de l'intérêt de notre pays. Et donc pour pouvoir travailler, effectivement, il va falloir. Et là, le premier texte qu'il va falloir voter, c'est un budget. Vous définissez ce qui est dans l'intérêt du pays. Chacun a ses propres convictions. Écoutez-moi. En tout cas, on peut s'écouter chacun l'un l'autre. Pour avoir un budget, vous dites aujourd'hui, vous désactivez ce budget avant même qu'on connaisse
qu'on le connaisse. Aujourd'hui, on a un budget qui va être proposé, qui va être discuté. On a M. Lombard qui a effectivement déjà travaillé, qui a déjà reçu les parties, qui va travailler effectivement pour le volet recettes et pour le volet dépenses. Laissons-lui travailler. Puis vous parliez aussi des mauvaises nouvelles. Je vois que vous ne l'avez pas rappelé, mais sur les orientations qui ont été données, il y a une augmentation de l'ONDAM, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez dit que c'est une mauvaise nouvelle pour l'hôpital. Moi, ce que je vois surtout... L'ONDAM, jusqu'au moment de la crise Covid, c'était 1% par an. Après la crise Covid, compte tenu de la crise qui avait été connue, c'était 5. Là, on nous annonce 3,3, ce qui est plus que ce qui avait été proposé par M. Oui, il y a eu 45 000 lits supprimés en 20 ans, 5 000 rien que l'année dernière. Donc, vous voyez le retard à rattraper, le retard que vous avez créé. Prenons les bonnes nouvelles là où elles sont. Là, c'est une bonne nouvelle. Ça va être des moyens supplémentaires pour l'hôpital, pour revaloriser les salaires des soignants, qui avaient été déjà avec une première étape qui avait été avec le Ségur, 183 € une fois encore par mois, ce qui était une somme importante, mais à la hauteur aussi des enjeux et des attentes. Mais il faut aller encore plus loin, et donc là, ça va le permettre. Puis cette somme, ça va permettre aussi d'avoir des hôpitaux, effectivement, qui vont avoir plus de moyens. On a aussi le Ségur qui a permis des investissements dans ces hôpitaux. Donc, si vous voulez, ça, c'est aussi des bonnes nouvelles. Mais une fois encore, on a un ministre qui travaille, qui va faire des propositions, qui va trouver des accords pour pouvoir effectivement avancer et avoir un budget qui soit équilibré à la fois en dépenses, en recettes, et à mon sens aussi, surtout, qui puisse faire que chacun fasse un effort, parce qu'aujourd'hui, factuellement, dans une crise effectivement importante, on a des taux, si les taux continuent, parce que c'est quoi la conséquence de tout ça? C'est pas juste de débattre entre deux candidats aux élections législatives partielles, c'est de dire que si on a des taux qui augmentent, on va avoir une économie qui va être encore plus en difficulté, qui risque, qui n'embauchera plus, qui risque de, comme vous l'avez indiqué, qui risque après de fermer, et donc après c'est des emplois qui sont perdus. Et donc cette situation, elle va être, une fois encore, elle va fragiliser ceux de nos concitoyens qui sont déjà les plus fragilisés. Donc soyons responsables, plutôt que d'écarter toute situation et d'écarter un texte avant même de le connaître. Mais vous le soutenez avant même de le connaître, alors. J'ai pas dit je soutenais, j'ai dit que je restais. Non, mais comme quoi, à chaque fois, vous utilisez des mots que je n'utilise pas. 1000 milliards de dettes depuis 2017, Madame Gaillard. Enfin, franchement, 1000 milliards de dettes. Si on prend la situation endettée de la France, elle n'a fait que commenter depuis les années 60. Mais une fois encore, ce que j'ai dit, c'est pas que je le soutiens par avance, ce que je dis, c'est que je salue et j'accompagne la démarche qui est celle du ministre portée par le Premier ministre, qui est de poser les choses et après de discuter pour arriver à un budget qui effectivement soit adopté. Et si ce budget n'est pas équilibré, ça veut dire que vous ne le voterez pas. Donc vous vous désolidariserez finalement du bloc central et de votre groupe. Bon, il nous reste 5 minutes. Je voulais aborder un dernier sujet qui fait aussi partie des préoccupations importantes des Français, notamment pendant les campagnes électorales, c'est la sécurité. François Bayrou était assez flou, Camille Garminier, sur ce qu'il envisageait de mettre en place. Il voulait peut-être pas se mettre à dos un de ces deux camps hier. Je ne sais pas s'il n'a pas été flou. Aujourd'hui, on a effectivement une situation sur la sécurité. Pourquoi c'est un sujet ? Parce que c'est un sujet pour beaucoup de nos concitoyens, c'est un sujet pour beaucoup des habitantes et des habitants de cette circonscription. Et donc, effectivement, il faut le prendre à bras-le-corps. Il faut une mobilisation, je dirais, générale de tous les acteurs. C'est un sujet où on doit obtenir à la fois une collaboration entre la police, la justice, les acteurs. Mais il aurait pu annoncer, locaux. par exemple, des moyens supplémentaires pour la justice, la police, etc. C'est ça encore, on est en train de... Le discours avait été un peu flou. Oui, mais ça revient au budget. Le budget va se discuter. Il va falloir effectivement avoir des arbitrages. Moi, je souhaiterais, en tout cas, j'appuierais pour qu'il y ait davantage de moyens pour la santé, ça on a évoqué tout à l'heure, mais aussi effectivement qu'on ait des moyens pour cette sécurité, qu'on ait davantage, on a déjà des renforts sur le territoire d'une 30aine de policiers supplémentaires, mais il faut aller encore plus loin. Il a été annoncé, mais pas par lui, mais par le ministre de l'Intérieur sur ce parquet national. C'est un enjeu aussi important parce que cette insécurité, ces problèmes de sécurité qu'on peut avoir à Grenoble, c'est aussi le problème du narcotrafic et il faut avoir, c'est un combat qui se mène au niveau national. Et il faut aussi parler, et je crois qu'on se rejoint là-dessus, sur la police de proximité, parce que ce sujet, me semble-t-il, on doit le prendre globalement. Donc il y a le police de proximité qui doit aussi venir accompagner ces initiatives. Il y a les soins qui doivent être apportés aux consommateurs pour effectivement qu'ils ne consomment plus. En tout cas, ce problème, une fois encore, doit être global. Mais ce que j'entends, moi, sur les habitants que j'ai rencontrés pendant cette circonscription, pendant cette campagne, mais aussi lorsque j'étais en responsabilité comme député et même après dans le cadre de mes fonctions de délégué général, c'est qu'on a des concitoyens qui souffrent de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus, de ne pas être reconnus dans ce quotidien qu'ils ont avec ce problème de narcotrafic. Donc, à mon sens, il faut déjà être à leur côté, leur dire qu'on va agir et emmener autour de ce sujet, une fois encore, tous les acteurs et qu'il y ait une mobilisation à la fois de l'État, il doit prendre son rôle, mais aussi des acteurs, une fois encore, police, justice et acteurs locaux. Yes, Loufoque, vous partagez
l'objectif de donner des moyens supplémentaires aux différents partis, justice, police pour... Oui, bien sûr, moi je partage tout à fait cet objectif-là et je souhaite notamment le renforcement des moyens alloués à la police judiciaire. Je vous rappelle qu'il y a eu la réforme de M. Darmanin sur la police judiciaire qui a quand même conduit à la suppression de plus de 500 postes d'officiers de police judiciaire, qu'en plein cœur de l'été, alors que le gouvernement de M. Attal était démissionnaire, la décision a été prise de supprimer 500 postes d'éducateurs et d'éducatrices à la protection judiciaire de la jeunesse, alors que ce sont eux qui sont en première ligne aujourd'hui de la prévention. Ce sont eux qui sont dans nos rues pour accompagner les jeunes qui peuvent être complètement livrés à eux-mêmes et faire tout ce travail avec tout l'écosystème qui les entoure. Je voudrais rappeler tout de même que la première des insécurités dans ce pays, c'est celle qui se déroule directement au sein des familles. Nous avons 160 000 enfants victimes d'inceste chaque année. Et donc ça veut dire qu'il va falloir faire un travail considérable sur la prévention et notamment sur la prévention des violences intrafamiliales. Il va falloir également faire un travail d'ampleur sur la prévention de la délinquance juvénile et cela passe par le renforcement des moyens alloués à la protection judiciaire de la jeunesse, mais pas que, aussi en remettant des éducateurs de la prévention spécialisée dans la rue avec avec le financement de clubs de prévention spécialisés et le rétablissement évidemment de la police de proximité. En effet, moi, quand je rencontre aussi les habitants et les habitantes de la circonscription, c'est ce qu'ils peuvent se dire. Ils se sentent seuls, ils se sentent livrés à eux-mêmes, abandonnés. Ils ne voient plus de policiers dans la rue à discuter avec eux, à rassurer. Et donc, nous, on est convaincus au nouveau Front populaire que le rétablissement de la police de proximité, qui a été supprimé par M. Sarkozy, allié, en tout cas parti allié aujourd'hui de Madame Gaillard, est une nécessité absolue. Mais il faut aussi renforcer les moyens d'enquête et donc revenir sur la réforme de M. Darmanin. Alors, je vous coupe là. Qui était une erreur. Je vous coupe là parce que, sans préjuger de ce qui va se passer dimanche, vous êtes à égalité au niveau du temps de parole. Il y a 10 secondes de plus pour l'un que pour l'autre, mais je ne vous dirai pas qui. Je ne veux pas influencer les téléspectateurs. En tout cas, c'était un débat intéressant. Vous avez pu vous exprimer. On a bien compris qu'il y avait vraiment deux options assez radicalement opposées. Et c'est aussi le but d'un débat et d'une élection de pouvoir choisir sur des options claires. Pour finir, Camille Gaillard-Minier, un petit mot de la fin pour conclure ce débat. Je m'exprime... Vous pouvez me regarder ou les téléspectateurs, en fait, comme vous voulez. C'était surtout qu'effectivement, pour conclure, je pense que je reviendrai pour la dernière fois, mais parce que pour moi, cette tribune a été importante sur des syndicats qui ont demandé ces trois valeurs qui seront les valeurs cardinales de mon engagement comme militante si j'étais élu, c'est-à-dire vraiment cette sérénité, visibilité, stabilité. Je pense que c'est ça c'est exactement ce que demandaient les habitants et les habitants que j'ai rencontrés pendant cette campagne, et c'est vraiment ce que je souhaite faire pour mettre fin à la crise aujourd'hui qui nous empêche de résoudre effectivement les urgences qui sont climatiques, environnementales, écologiques, sociétales, sécuritaires. Et donc c'est l'engagement que se prend. Et finalement aujourd'hui on a un choix clair qui est proposé aux électeurs et aux électrices, celui effectivement du désordre de la France insoumise représentée par son candidat, ou celui effectivement d'une candidate qui est à la fois responsable, qui est celle du dialogue et du compromis, qui doit être tout à fait utile à notre pays. Et c'est effectivement ce que j'aurai si j'ai la confiance des électeurs dimanche soir. Yes, Loufoque, le mot de la fin, il est pour vous. Écoutez, moi je pense qu'au contraire, les électeurs et les électrices ne sont pas dupes. Ils voient bien aujourd'hui que le camp du désordre, c'est celui de Camille Gaillard-Minier, de la Macronie, qui n'a cessé de prendre des décisions absolument inconsidérées pour notre nation. Alors d'abord en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale dans un moment critique, puis en ayant recours à différents 49.3 à de multiples reprises, en décidant de nommer des premiers ministres qui étaient issus de partis et de groupes politiques à l'Assemblée nationale les plus minoritaires. Néanmoins, moi, je me félicite tout de même que cette campagne se soit tenue dans un cadre respectueux. Nous avons eu l'occasion de débattre, d'affronter nos projets de société, nos visions, nos convictions. Et cela s'est fait dans un cadre tout à fait démocratique, je crois un cadre tout à fait apaisé. Et c'est souhaitable pour l'avenir de notre pays. C'est souhaitable dans les rapports que l'on peut aussi entretenir entre responsables politiques. Et donc, voilà, je pense que les électeurs dimanche ont un choix en effet très clair à faire. Un projet que je défends de justice sociale
d'égalité et de progrès, ou en effet un maintien d'une politique de désordre, de chaos et de saccage de nos services publics. Et bien voilà, ce sera dimanche 19 janvier vers 22h. Je pense qu'on aura les résultats. Vous pourrez suivre ça notamment sur les réseaux de Télé Grenoble. Et puis la fin de cette campagne marque aussi le retour du QG politique, notre émission hebdomadaire avec chaque semaine un élu du territoire sur ce plateau en face à face pour prendre le temps d'aborder les sujets qui le concernent. J'espère qu'on aura le plaisir d'avoir l'un de vous deux pour la reprise du QG politique. Ce sera le vendredi 24 janvier à 21h. J'ai noté la date dans mon agenda. Voilà, j'espère que Camille l'a également fait. Et c'est les électeurs qui vont choisir. L'avoir noté, comme ça vous pouvez me regarder à la télévision. Ce sont les électeurs qui vont choisir le prochain invité du QG politique. Merci d'être venu. Et vous regarderez après avec moi le chrono, mais je peux vous garantir qu'il y a 2 secondes d'écart entre vos deux temps de parole. Donc ça va être très serré pour le second tour. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu du débat.